Salut, salut. C'est Richard qui vous parle. Bienvenue à l'épisode 2 du Cravate Show. Alors, je vous avais promis un épisode après le débat des chefs que j'ai écouté en français, puis après ça en anglais le lendemain. Puis mon intention, c'était de faire un épisode sur les élections, sur les débats. J'avais envie d'avoir une discussion puis de réfléchir sur la politique à l'occasion des élections canadiennes qui s'en viennent, qui ont commencé d'ailleurs. Puis j'essayais de, de voir à partir du débat qu'est-ce que j'aurais pu tirer comme sujet pour en parler. Puis là, je me retrouvais dans des considérations d'analyse sur les partis, ceux qui sont là, ceux qui sont pas là. Et puis, je me retrouvais à faire des analyses que j'aimais pas. Puis je me suis dit, il y a tellement de monde qui font ces analyses-là dans les médias, tout de suite après d'ailleurs, tout de suite après le débat. Euh, Ils sont bons, tu sais. Ils repassent le débat, ils soulignent les points forts, les points faibles, les performances des candidats. Mon sentiment personnel, en écoutant le débat, ben, j'ai pas trouvé ça très excitant. Puis, il y a des centaines de choses qui me sont passées par l'esprit. Puis j'avoue que je savais pas quoi dire, puis ça fait 2 jours que je me creuse la tête. J'ai même commencé à enregistrer des épisodes, puis j'aimais pas ça. J'avais l'impression que j'essayais de parler pour parler. Je voulais trouver quelque chose de le fun, d'important. Fait que là, je pense que j'ai trouvé quelque chose parce que je me suis dit, dans le fond, si je commence à dire faudrait voter pour tel parti plutôt que tel autre, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais d'autre que d'entrer dans le débat partisan? Ce qu'il faut faire, j'en ai des arguments, j'en ai un parti que j'aime mieux que les autres. Puis, mais je me suis dit, on a besoin de réfléchir à quelque chose qui va nous redonner un jugement personnel sur qu'est-ce qu'on veut en politique. Alors, il y a tellement d'enjeux. Euh, on peut voter. Tain, j'avais préparé ce tableau-là. On- Quand on vote, hein, on vote pour des enjeux, pour des principes. Fait que là, on a parlé d'économie, on a parlé d'immigration, on a parlé de Donald Trump, on a parlé de quoi? D'indépendance un petit peu avec le bloc. Bon, c'est des enjeux. Il y en a ils ont des choses, là. Il y en a qui, mettons, dans le temps qu'on voulait la légalisation du pot, il y en a qui auraient voté juste parce que quelqu'un aurait dit, moi, je vais légaliser le pot. Ça, c'est un enjeu. Fait que, on vote pour un parti, pour une plateforme. Les plateformes, bonne chance. J'ai fait l'exercice un petit peu. C'était ma tentative d'enregistrement précédente, c'était ça. J'essayais de parcourir les plateformes puis de voir comment c'était facile. Ben, c'est pas facile. Et on vote pour un député, pour un chef. Quelqu'un qui se présente puis qu'on connaît ou qui nous inspire confiance. Je vous invite, par exemple, à penser toujours hein, là-dessus. Quand on vote pour un député, il ne faut jamais oublier qu'il fait partie d'un parti. Puis il ne faut pas oublier que le parti a une plateforme. Alors, si je vote pour député du Bloc québécois puis que je suis pas indépendantiste, là, il y a un problème. Fait que je peux l'aimer, le député du Bloc québécois, mais si je suis pas indépendantiste, lui, le jour où ça va être le temps de voter, il va voter pour ça. Alors, je m'arrête là-dessus. C'est juste un exemple. Hein? Et puis, il y a bien du monde, ils regardent ça puis ils disent, oh, ben là, c'est tout de la merde, je vote pas. Fait que ça, c'est un petit peu les choses qui nous font voter. Puis là, ben, sur les enjeux, il y a les anti-enjeux. Parce que aussi,
aux États-Unis, ben, il y a beaucoup de monde qui ont voté, mettons, euh, il y a 4 ans, qui n'ont pas voté pour Joe Biden, qui ont voté contre Donald Trump. Puis aux dernières élections, Trump a gagné. Il y en a qui ont voté contre lui, mais la majorité a voté pour lui. Mais il y en a beaucoup qui ont voté contre Kamala Harris. Puis ici, en ce moment, ben, on dit là, dans le passé, on avait dit qu'il faut absolument sortir Harper. Puis là, à ces élections-ci, ben là, Trudeau, il n'est plus là. Mais j'ai pas trop vu pour l'instant là, de grosses anti-enjeux, de grosses de propagande anti quelqu'un. Pierre Poilievre n'a pas l'air d'être la victime de ce genre de propagande-là pour l'instant. Mais c'est ça. Fait que, on vote pour quelque chose ou contre quelque chose. Si on a peur qu'un parti arrive avec ses positions qu'on veut pas, ben là, on vote contre. Alors, c'est une des façons aussi qu'on a utilisées pour essayer de tenir les conservateurs à l'écart. C'est de dire, ils vont remettre en cause le droit des femmes à l'avortement. Puis on peut absolument pas prendre ce risque-là, donc il faut voter contre à cause de ça. C'est l'enjeu. On vote pas pour les libéraux à cause de en quoi on croit, mais des fois, on va voter contre un enjeu. Donc, c'est ça. J'ai regardé le débat. J'ai pas senti que personne était sortait de la mêlée tant que ça. En français, peut-être que je pense que ça l'a été dit là. Comment il s'appelle, Monsieur Blanchette. Si on est un Québécois puis qu'on pense que le Bloc québécois représente bien nos intérêts, ben je pense que Blanchette, il a bien tiré son épingle du jeu, mais moi je suis pas indépendantiste, c'est sûr que je voterai pas pour le Bloc, tu sais. Alors, si je votais pour un autre parti, j'aimerais ça, un député qui pense aux intérêts du Québec. Je comprends pas nécessairement les intérêts du Québec comme étant opposés au reste du Canada. Je pense qu'on a des intérêts communs. Puis je pense qu'on a un gouvernement provincial qui a la responsabilité d'œuvrer pour nos intérêts dans le cadre du Canada. Puis c'était pas directement politique, mais c'était ça mon sujet dans la dernière vidéo, hein, que je pense qu'on aurait intérêt à revenir à une vision de nous-mêmes comme des Canadiens français. Mais là, les élections approchent. Il y a tellement de sujets politiques. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais dire qui changerait vraiment quelque chose au vote qui est en train de se dérouler, là, puis qui va se dérouler jusque dans les prochains jours. J'ai pas quelque chose à dire qui peut apporter une grosse différence. Même peut-être, je ne sais même pas si je pourrais convaincre une personne de changer son idée. Fait que je me suis dit, j'aimerais ça apporter peut-être un éclairage sur le combat, sur la guerre politique qui existe dans le monde en ce moment. Ouais, donc il y a tout. C'est ça que j'allais dire. Il y a plusieurs façons de diviser les camps politiques. On peut parler de la gauche puis de la droite, mais ça, c'est des catégories piégées. Si on parle avec quelqu'un qu'on connaît et qu'on sait, qu'on se comprend quand on se parle, qu'on sait que quand on dit ces mots-là, on veut dire la même chose, c'est pratique d'avoir des catégories pour aller vite. Mais autrement, on risque de dire des choses qui n'ont pas vraiment de définition. Puis si on parle avec des gens avec qui on ne partage pas la même vision, puis des fois on peut être dans le même camp puis pas comprendre les choses de la même façon, ben c'est des catégories piégées. J'aimerais ça parler d'où est-ce que ça vient. Alors, il y a beaucoup de monde, je pense, qui savent que historiquement, à l'époque, je pense, de l'instauration de la République en France, il y avait d'un côté, ou peut-être c'était le Parlement royal avant, là, je ne suis pas certain, mais dans le Parlement, dans la chambre parlementaire, à gauche, il y avait
les libéraux, je pense, puis à droite, les conservateurs. Fait que ça a été un peu la... Quand la droite parlait, c'était les conservateurs. Quand c'était la gauche, c'était les républicains, je pense. Je dis ça sans être 100% sûr des détails, mais ça vient de la France puis de la disposition du Parlement. Mais c'est pas non plus de ça que je veux parler. C'est quelque chose de plus profond. Après la réforme protestante, est apparue la pensée des Lumières. Et les Lumières ont donné naissance au libéralisme politique. Le libéralisme politique, une de ses caractéristiques, c'est d'avoir voulu progressivement se dégager de l'autorité personnelle pour aller vers une autorité qui appartienne à l'État, à un système. Et un des composants, c'était le désir d'arriver à un exercice de l'autorité qui était libéré des ambitions du pouvoir. C'était pour s'éloigner de la tyrannie, c'était aussi pour s'éloigner de la guerre. C'était l'idée de concevoir un système politique où d'un côté, il y aurait de la place pour l'individu, mais de l'autre côté, dans le cadre d'une institution d'État qui assurerait la sauvegarde des biens politiques de la société. Je ne suis pas un expert académique sur le libéralisme. Euh, et puis, il y a beaucoup de choses au long de l'histoire que la pensée du libéralisme a évolué aussi, mais il y avait définitivement une intention de créer un monde, une société où il y aurait la paix. Et une des choses, justement, c'était de donner l'exclusivité du pouvoir à l'État. Et puis ça fait partie de la définition de nos États modernes. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de nos sociétés ont des lois anti-possession d'armes, parce que c'est normalement l'apanage de l'État. L'État a comment on dit ça, le monopole de la violence. En tout cas, ça va un petit peu loin. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que, d'un côté, on est arrivé à travers toutes sortes d'étapes politiques et à travers la Deuxième Guerre mondiale aussi, à une situation où, quand on parle de la droite puis de la gauche, je dirais qu'ils sont représentés par un certain nombre de stéréotypes, d'images. Puis je veux aller vers des choses un petit peu faciles à comprendre. Je vais prendre l'exemple aux États-Unis. Quand on parle de la droite, on va parler beaucoup des libertariens. Parce que les libertariens, pour eux leur grand principe, c'est le moins de gouvernement possible. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais bien élaborer là-dessus à un moment donné. Mais pour les libertariens, je pense que leur impasse intellectuelle, c'est le relativisme moral. Puis ils sont difficiles à un moment donné de distinguer des anarchistes quand on les écoute. Puis d'un autre côté, quelque chose qui caractérise la droite actuelle aux États-Unis, c'est tous ceux qui sont justement en faveur du deuxième amendement, du premier puis du deuxième, la liberté de parole et le droit de se défendre, le droit de possession d'armes en vue de se défendre. Et on le sait que actuellement, nos médias détestent ce monde-là. Parce qu'ils n'en parlent jamais en bien. C'est tout ce que je vais dire. C'est que le but, là, j'ai des positions sur ces sujets-là, mais le but, c'est que c'est peut-être les deux grandes catégories identifiables de ceux qu'on va appeler la droite, souvent. Ça va être ceux qui vont se positionner comme des libertariens ou comme des défenseurs des deux premiers amendements, la liberté d'expression et la liberté de se défendre et du port d'armes. C'est pas seulement ça la droite, je veux juste identifier peut-être des groupes visibles qu'on va appeler la droite, souvent par opposition à ceux qui sont
qu'on va appeler la gauche, mais qui vont être en opposition, disons, avec cette représentation de la droite, qui prône quoi? Qui prône justement le monopole de la violence pour l'État, qui prône une vision de la sécurité publique qui dépend de l'organisation de l'État puis des lois. Puis l'exemple, peut-être, il y en aurait beaucoup, mais l'exemple qu'on pourrait évoquer pour illustrer la manière dont ça s'est traduit dans notre histoire récente, je prendrais la période de, comment on va dire ça, du COVID-19, on va appeler ça la tyrannie sanitaire. Au nom de la santé, euh, au nom de la santé, on a voulu protéger la société en lui imposant des mesures vraiment extrêmes. C'est pour ça que je prends cet exemple-là, parce que c'est à cause du caractère extrême des mesures qui ont été prises pendant le COVID. Donc, ceux qui croient que l'État a la responsabilité d'assurer notre sécurité ont généralement approuvé l'État dans sa manière de gérer la crise du COVID. De l'autre côté, ceux qui refusaient ou qui étaient en désaccord avec le rôle de l'État et les mesures qui ont été prises par l'État pour protéger la société contre le COVID, puis là, je ne suis pas là pour dire que c'était bon ou pas bon, mais en général, ça va être plus ceux qu'on va identifier avec la droite qui vont avoir un caractère plus individualiste, axé sur les responsabilités personnelles et, euh, et justement, puis c'est pour ça que je mentionnais les libertariens qui préfèrent que l'État ait le rôle le plus restreint possible. Puis là, je pense que c'est pas une définition, ça. Mais c'est peut-être les exemples les plus forts ou les plus faciles à comprendre euh, de caractéristiques qui divisent le plus la droite puis la gauche à notre époque. Après, on peut greffer là-dessus toutes sortes de choses euh, qui seraient bonnes aussi, mais qui ne sont pas mon propos. C'est pas facile de garder le fil quand on parle de toutes les idées qu'on veut dire, puis de ne pas les oublier pendant qu'on parle. Donc, c'est ça que j'étais en train de parler des caractéristiques qui représentent et puis qui distinguent ceux qu'on va qualifier de droite et de gauche comme justement, euh, par exemple, le fait d'avoir été d'accord avec le gouvernement pendant le COVID, ou par exemple, à droite, de croire au rôle restreint du gouvernement, aux responsabilités individuelles, à la liberté d'expression, puis au port d'armes. C'est comme comparer, dans un sens, c'est comme comparer des oranges puis des melons d'eau. Alors le but, c'est pas à partir de ces éléments-là que je veux faire une définition, c'est juste d'illustrer que typiquement, ceux qui sont d'un côté, ceux qui, si je reviens à mon exemple, ceux qui défendaient, ceux qui reconnaissaient, ou ceux qui considéraient, excusez-moi, ceux qui considéraient légitime la manière dont l'État a géré la crise du COVID, en général, ne seront pas ceux qui sont d'accord avec le port d'armes. Donc, c'est pas une définition, ça englobe pas tout le monde, puis ça rend pas compte de toute la manière de penser de chacun. Mais je pense que c'est qui, euh, deux caractéristiques qui permettent de prendre chacune de ces caractéristiques-là, puis de les mettre chacun de leur côté, puis on va dire c'est rare qu'une même personne va être d'accord avec les deux points. Donc, c'est comme une première division à partir d'une caractéristique. Ceux qui aiment manger du steak, il va en avoir des deux bords. C'est pas quelque chose que je peux utiliser. Je pourrais faire peut-être. Je pourrais peut-être m'amuser à regarder si les végétaliens, il y en aurait beaucoup à droite.
peut-être pas. Tu sais, je veux dire, fait il y a des caractéristiques, on va dire, d'une façon générale, là, qui vont identifier, qui vont permettre de dire, de classer sommairement des personnes d'un côté ou de l'autre du spectrum politique. Qu'est-ce qui serait le centre aujourd'hui? Ça, c'est une question, parce que qu'est-ce qu'on reconnaîtrait comme le centre? Je ne sais pas. Donc, j'ai pas parlé des conservateurs parce que si on a eu l'habitude de mettre les conservateurs à droite, je pense qu'aujourd'hui, on les voit pas beaucoup, puis ils savent pas qui ils sont eux-mêmes, les conservateurs. Ils savent pas, ils savent plus c'est quoi les principes qui font d'eux des conservateurs. Leur vision politique est pas assez précise pour qu'ils puissent se définir eux-mêmes la plupart du temps. Si on se définit comme conservateur parce qu'on vote pour le Parti conservateur, il y a beaucoup de conservateurs qui vont dire mais le Parti conservateur n'est pas conservateur. Alors, mon but ici, c'est pas de définir de cette façon-là les deux camps, c'est d'aller chercher quelque chose d'encore plus profond. Où je veux aller aujourd'hui, c'est en dessous des caractéristiques que j'ai identifiées tantôt, entre ceux peut-être qui sont, d'une façon générale, je vais appeler ça ceux qui considèrent l'État comme le responsable du bien de la société puis de son organisation, et puis ceux qui sont plus individualistes puis tournés vers les droits et les responsabilités personnelles. Puis là, j'ai préparé un écran que je vais essayer de vous montrer. Je pense que la raison, c'est le caractère auquel je veux arriver pour identifier les deux côtés du spectrum politique. Si je dois donner si je dois prendre un point de départ, puis si je veux donner un principe de division entre les deux, il faut que ça soit quelque chose de profond. Puis ça donne aussi que c'est quelque chose de profond, mais qui remonte à loin. Alors, je voulais vous montrer ceci. Ici. Donc, ça, c'est le livre. J'ai trouvé une version gratuite en ligne là, d'une traduction de La République de Platon. On a beaucoup de ma génération ont eu l'occasion de lire ça un petit peu au cégep. Et dans le 7e livre, La République de Platon, il y a un récit qui est très très connu et très populaire, c'est celui de l'allégorie de la caverne. Alors, je ne vais pas tout le lire, c'est assez long. Pour faire une histoire brève pour ceux qui ne connaîtraient pas ça, Platon parle avec son interlocuteur, dont je ne me rappelle pas le nom. Il dit, imagine qu'il y a des gens qui sont dans une caverne, dans le fond d'une caverne. Ils sont enchaînés depuis leur naissance avec les yeux tournés vers le mur qui est au fond de la caverne. Et pendant toute leur vie, ils ont vu juste les ombres, parce que tout ce qui se passe en dehors de la caverne, puis là, on ne parle pas d'une caverne d'un kilomètre de profond, on parle d'une grotte où, si on se tourne de bord, on peut voir ce qu'il y a dehors. Alors là, devant, eux par contre, ils ont grandi toute leur vie en entendant les bruits lointains des choses qui se passent dans leur dos, mais ils ont toujours vu les ombres sur la caverne, sur le mur du fond de la caverne, et ils pensent que ces ombres-là, c'est la réalité. Alors, il discute, il dit, parce que pour lui, il prend ça comme la comparaison de comment nos perceptions du monde sont comme une perception des ombres et que ça ne nous permet pas de voir la vérité. Alors, il discute sur la manière d'organiser l'État et je vais vous lire quelques passages, puis je vais mettre un lien en bas du vidéo pour que vous puissiez accéder à la traduction que j'ai trouvée si vous avez envie d'aller le lire. Mais j'ai souligné un certain nombre de passages pour illustrer mon point
Je pense que je suis pas malhonnête avec l'intention que Platon exprime. Excusez-moi. Alors, il dit, supposons maintenant qu'on les délivre de leur chaîne, hein, ceux qui sont enchaînés depuis leur naissance dans la caverne, et qu'on les guérisse de leur erreur. Vois ce qui résulterait naturellement de la situation nouvelle où nous allons les placer. Qu'on détache un de ces captifs, qu'on le force, puis là, c'est un petit peu le point sur lequel je veux m'apesantir ici, c'est la manière dont Platon voit le rôle de celui qui a vécu en dehors de la caverne, donc de celui qui a accédé à la connaissance et qui voit la lumière, qui voit son rôle à l'égard de ceux qui sont dans la caverne. Qu'on détache un de ces captifs, qu'on le force sur le champ de se lever, de tourner la tête, de marcher et de regarder du côté de la lumière. Il ne pourra faire tout cela sans souffrir et l'éblouissement l'empêchera de discerner les objets dont il voyait auparavant les ombres. Alors, je te demande ce qu'il pourrait dire si quelqu'un vient lui déclarer que jusqu'alors il n'a vu que des fantômes, qu'à présent, plus près de la réalité et tourné vers les objets plus réels, il voit plus juste. Si, enfin, lui montrant chaque objet à mesure qu'il passe, on l'oblige, à force de questions, à dire ce que c'est, ne penses-tu pas qu'il sera fort embarrassé et que ce qu'il voyait auparavant lui paraîtra plus vrai que ce qu'on lui montre? Sans doute. Et si on le contraint, j'insiste sur ce mot-là, si on le contraint de regarder le feu, sa vue ne sera-t-elle pas blessée? N'en détournera-t-il pas les regards pour les porter sur ces ombres qu'il considère sans effort? Donc, je ne vais pas tout lire. Il continue, hein? Si maintenant on l'arrache de sa caverne malgré lui, qu'on le traîne par le sentier rude et escarpé jusqu'à la clarté du soleil, cette violence n'excitera-t-elle pas ses plaintes et sa colère? Donc, pour Platon, ceux qui sont dans la caverne ne veulent pas sortir de la caverne. Alors, celui qui a vu la lumière, le philosophe, le sage, son rôle, c'est d'aller dans la caverne, de libérer les prisonniers, puis de les faire sortir pour qu'ils découvrent le monde réel, qui n'est pas celui des ombres qui regardaient dans le fond de la caverne. Mais évidemment, parce qu'ils sont habitués au noir, la lumière leur fait mal, ils ne veulent pas aller à la lumière. Donc, le philosophe a la responsabilité de les faire sortir de la caverne de force pour qu'ils puissent voir les objets réels dans la lumière. Et une fois qu'ils vont avoir vu, ben, je résume le restant de l'histoire, ils vont être contents de s'apercevoir qu'ils ont découvert la vérité, puis leur mission après, c'est de retourner dans la caverne pour gouverner la caverne en fonction de ce qu'il a découvert dans la lumière. Ben, je m'arrête là. C'est pas fini, parce que j'avais souligné d'autres affaires. Hein? Comment est-ce que ceux qui sont dans la caverne vont trouver que les choses dont ils parlent, c'est stupide, parce qu'ils n'ont jamais vu ça, ils ne comprennent pas. Et puis, hein, tu n'oublies pas, puis là, plus loin, parce que là, ça, c'est une allégorie, parce que, dans le fond, Platon, lui, discute sur l'organisation de l'État. Tu oublies, encore une fois, mon cher ami, que le législateur doit se proposer, non pas le bonheur d'un ordre particulier de citoyens à l'exclusion des autres, mais le bonheur de tous. Puis là, c'est important, là. Il parle du bonheur de tous. En les unissant entre eux par la persuasion et l'autorité, donc la persuasion et l'autorité, en les amenant à se faire part les uns aux autres des avantages que chacun peut apporter à à la société commune, et qu'ils s'appliquent à former dans l'État de pareils citoyens, ce n'est pas pour les laisser libres de faire de leurs facultés tel emploi qu'ils voudront, mais pour les faire concourir à fortifier le lien de l'État. Donc, quand le sage ou le philosophe rentre dans la caverne et fait tout ce qu'il fait, c'est pas pour le bonheur des individus, c'est pour le bien de l'État. Puis là, on arrive un petit peu au point que je voulais mettre en lumière. C'est que dans notre société
de culture chrétienne en Occident depuis 2000 ans. On a développé le sens de l'individu avec beaucoup de force parce que Jésus a dit qu'il était venu pour sauver toutes ses brebis, puis qu'il allait laisser les 99 brebis en santé, il allait les laisser seules à la bergerie pour aller chercher la brebis perdue. Il a parlé de la parabole du fils prodigue qui revient puis que son père embrasse. Il est venu dire qu'il était venu nous sauver puis qu'on était les enfants de Dieu, du Père, puis qu'on avait tous individuellement de l'importance aux yeux de Dieu. Et ça l'a donné naissance à une culture dans laquelle l'individu avait une dignité unique et absolue. Chaque vie humaine était considérée d'une manière sacrée. Et donc, dans l'organisation de l'État, on ne pouvait pas juste dire que l'État était premier, que le gouvernement avait la pleine autorité. Dieu avait l'autorité absolue et il voulait que chacun de ses enfants soit sauvé. Mon but ici, c'est pas de prêcher l'Évangile. En ce moment même, c'est pas ça mon but. Je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ, mais c'est pour dire qu'il faut reconnaître, puis je parlais de ça aussi dans mon dernier vidéo, qu'au Québec, on a besoin de reconnecter avec nos origines chrétiennes pour comprendre qui on est puis d'où viennent nos valeurs. Bien, ça, c'est un des éléments qui a donné naissance à notre culture, même politique en Occident. C'est le sens que l'individu est sacré, que chaque vie humaine est importante aux yeux de Dieu. Alors, dans une société qui s'est éloignée de Dieu progressivement puis qui a évacué Dieu de ses principes politiques, la valeur de l'importance de l'individu n'a pas disparu. C'est comme ça que l'individualisme est apparu puis qui est né en Occident. C'est à cause de cet élément-là de la culture chrétienne. Alors, je ne dis pas que l'individualisme est bon. Je pense que c'est un... Il y a eu de l'excès et ça a donné lieu à quelque chose où on a perdu quelque chose d'autre. Mais un individualisme poussé à l'excès a ses origines dans la notion qu'on a dans notre société, dans notre culture, que chaque individu a une valeur absolue. Et que chaque individu a une conscience qui doit être respectée. Et que la conscience est inviolable, et justement, qu'on ne peut pas violer ni en conscience ni physiquement, que la liberté de chacun est quelque chose d'important. Puis dans la perspective chrétienne, vu que Dieu nous appelle à une relation d'amour, parce que c'est notre Père, ben l'amour requiert la liberté. Donc, tous ces éléments-là, la valeur de l'individu, le caractère sacré de la conscience, l'importance de la liberté, c'est des valeurs qui viennent de la culture chrétienne et qui ont forgé même notre vision, quelle place la personne occupe dans la société et aussi par rapport à l'État. Ça a institué des limites au pouvoir des gouvernants, qui ont été les rois, puis après ça, les présidents, puis les premiers ministres. Et là, on a comme une vision de la politique où il faut organiser la société, mais on a besoin d'avoir des protections qui vont toujours respecter l'inviolabilité de la conscience, la liberté de parole, le droit de protéger sa vie, l'autodéfense, parce que à cause que la vie humaine, c'est notre bien absolu, puis chacun a la responsabilité de se protéger lui-même en premier lieu. Et
Puis je reviens au libéralisme dont je parlais tout à l'heure, quand on a dit on va confier le monopole de la violence à l'État, c'était dans la perspective où on était d'accord que l'État allait protéger la vie des individus. C'était pas d'abord immédiatement en disant l'individu n'a pas de valeur. Mais quand on tombe dans une société qui a oublié Dieu ou qui rejette Dieu, ou avant que le Christ vienne, Platon, c'était 200 quelques années avant l'arrivée de Jésus-Christ, ces principes-là n'avaient pas été définis socialement comme les principes absolus. Pour Platon, la société, c'est ce qui est premier. On ne travaille pas d'abord pour le bonheur des individus, mais pour le bien de la société tout entière. Et, euh, et ça, cette perspective-là de Platon, où le bien de l'État est premier par rapport au bien des individus, individuellement ou en groupe, c'est le bien du groupe et l'unité du groupe qui est, qui est le bien premier à rechercher. Alors, si je compare avec ce que j'ai dit tout à l'heure de ce que la culture chrétienne nous a apporté, bien, je pense que là, on touche à qu'est-ce qui est peut-être la grande différence de vision politique entre ce qu'on va appeler la gauche puis la droite de notre époque. Ça ne veut pas dire que ceux qu'on place à droite ou qu'on place à gauche pensent à ces choses-là. Mais je pense que si on regarde, est-ce qu'on considère la liberté des individus de choisir leur propre chemin? Est-ce qu'on considère la conscience comme quelque chose de sacré qu'on ne peut pas violer? Est-ce qu'on considère la nécessité que chacun soit libre pour pouvoir parvenir à son bonheur par lui-même comme étant quelque chose qu'on ne peut pas hmm, j'ai essayé de trouver un meilleur mot que de dire on ne peut pas violer, mais comme on ne peut pas trespass, on ne peut pas empiéter sur ça. C'est comme une limite qu'on ne peut pas dépasser puis que l'État ne peut pas dépasser non plus. Donc, ça veut dire que ça donne une sorte de limite objective à ce que l'État peut décider, parce que l'État peut organiser, on reconnaît la nécessité d'un État pour organiser, largement parlant, je veux dire. Il y a ceux qui se disent non, mais ça, c'est une autre question. Donc, il y a ceux qui vont reconnaître que tout en ayant une légitimité, l'État a des limites indépassables sur lesquelles il ne peut pas empiéter. Alors que par opposition, il y en a qui vont considérer que la sécurité ou certains autres biens, mais qui sont des biens de la société et non des individus. Parce que, par exemple, quand on parle de considérer que c'est légitime pour l'État par exemple, d'interdire certaines choses au nom de... tu sais, mettons, y a des endroits en Occident, là, je parle pas de la Chine ou de l'Arabie Saoudite, je parle, mettons, des États-Unis, puis le Canada, puis d'autres pays d'Europe en Occident. Il y a des pays qui ont passé des lois pour interdire, à partir de telle année, mettons, l'utilisation des voitures à essence. Est-ce que... Mais là, pour le principe étant pour la sauvegarde de la planète. Bon, à cause des changements climatiques. Est-ce que, à un moment donné, certaines des lois que les États passent, on considère qu'ils empiètent sur les libertés des individus, puis que la liberté des individus, ou même le droit de parole, parce qu'aux États-Unis, par exemple, actuellement, il y a des gens qui disent, comme tout ce qu'on parle de hate speech, le discours haineux ne devrait pas être, intégré, compris comme faisant partie du droit de s'exprimer, parce que la haine, c'est de la violence, puis que c'est mal d'être violent. Bon. Il y a du monde qui pense que la liberté de parole a des limites. On ne devrait pas
pouvoir dire n'importe quoi. Il y a des choses qui devraient être hors limite d'avoir le droit de les dire. Donc, je pense que la grande séparation qu'on peut faire entre les deux grands camps politiques de notre époque, c'est ceux qui vont placer la personne en premier versus ceux qui vont placer l'État en premier. Et dans les deux cas, il y a des excès. Parce que si on peut placer la personne en premier avec aucune restriction, puis là, c'est un peu où les anarchistes se trouvent, c'est-à-dire que que j'attaque, que j'agresse pas physiquement, que je ne mets pas directement quelqu'un d'autre en danger, j'ai le droit de faire pratiquement tout ce que je veux, sans égard pour les autres, que personne ne devrait avoir le droit d'interférer là-dedans. Les libertés individuelles, telles que vues par certains libertariens et beaucoup d'anarchistes, a pratiquement pas de limite, même dans certains cas, si je suis plus fort, j'ai le droit à tout. Bon, c'est la loi de la jungle. D'un autre côté, il y a des gens qui considèrent que la nécessité d'assurer notre sécurité comme société ou comme espèce, ou la santé publique, ou je ne sais pas quoi d'autre, mais va justifier des politiques qui vont empiéter, qui vont jusque très loin dans les droits individuels. Puis c'est pour ça que j'ai pris tantôt l'exemple du COVID. Parce que ça allait jusqu'à dire on ne peut pas sortir le soir en hiver de chez nous, puis marcher sur la rue. Bon. Alors que c'était pour le COVID. Bon. Un jour, je pense que j'essaie pas de cacher ce que je pense, mais j'essaie juste de ne pas en faire le point de conversation en ce moment. Mais je pense que chacun peut se poser donc la question. Parce que des fois, on n'a pas nécessairement réfléchi de long en large au comment du pourquoi de toutes les choses. Hein. Mais chacun peut se poser la question, est-ce que dans mon cas, je me considère comme quelqu'un qui va être plus porté à faire confiance au rôle de l'État dans la gestion de toutes les politiques qui vont jusque dans l'empiètement sur la vie privée des gens? Et est-ce que j'accorde un caractère seulement secondaire à la liberté personnelle, à la conscience, au droit de m'exprimer? Ou est-ce que je suis plus du côté de ceux qui pensent que chaque individu devrait avoir la possibilité de s'autodéterminer dans une large mesure, puis que le rôle de l'État devrait être limité? Fait que là, j'ai parlé de... Fait que je pense que ça, c'est les deux grandes catégories. Si dans le futur, je parle de politique, pour moi, c'est toujours en arrière-plan de ma pensée, c'est la préséance de l'État ou la préséance de l'individu sur l'État. Puis la préséance, ça ne veut pas dire ignorer l'autre côté. Ça veut dire qu'est-ce qui est premier. Qu'est-ce qui est ordonné à l'autre. Alors, on va toujours avoir une préférence pour un côté ou pour l'autre. Puis je pense que sans faire de caricature, chacun peut être honnête en disant, spontanément, moi, je me positionne plus d'un côté que de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer d'idée, puis ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas argumenter, mais c'est une bonne façon, je pense, d'opérer la séparation des deux grands camps politiques de notre époque. Puis ça a toutes sortes d'implications après sur notre vision, justement, de chacune des lois, de chacune des politiques que nos gouvernements mettent en place. Je vais donner un exemple je vais m'éloigner du gouvernement mondial puis du COVID, là, puis je vais m'éloigner de ceux qui veulent avoir droit à porter leur gun en public. La question du salaire minimum. Comment est-ce que je comprends le salaire minimum dans la perspective de ce que je viens de discuter? Puis là, on n'est pas dans quelque chose dont l'enjeu moral est absolument énorme, puis on n'est pas dans une des questions les plus radicales au monde, mais c'est définitivement le gouvernement qui interfère dans la vie des individus. Puis je vais vous montrer comment. L'intention du gouvernement, les intentions que le gouvernement, ou que tous ceux qui sont d'accord avec la notion d'un salaire minimum vont, en général, avoir la vision que c'est une bonne chose pour empêcher l'exploitation des plus pauvres par les plus riches,
puis que ça crée une certaine égalité entre les citoyens. Ça, c'est la bonne intention. On pourrait parler des effets pervers involontaires liés à cette mesure-là, mais mon point ici, je vais le prendre du côté du principe que j'ai évoqué tout à l'heure. Et imaginez, il y a moi puis quelqu'un d'autre en face de moi. Je suis en train de parler. Je vais l'appeler Jean. Je vais dire, Jean, j'ai besoin de quelqu'un pour balayer mon trottoir à 5 piastres de l'heure. Ça t'intéresse-tu? Fait que Jean va dire, ah ben ça tombe bien, j'ai pas de job en ce moment. C'est pas trop forçant comme job. Puis plutôt que de rien faire toute la journée, je vais faire ça. Ça va me permettre de gagner quelque chose, puis c'est parfait. Moi, je suis pas super riche non plus, fait que 5 piastres de l'heure, c'est à peu près ça que je peux payer. Et puis là, on va dire, merci mon Jean, on se donne la main, puis on est d'accord. Là, quelqu'un d'autre arrive. Évidemment, on parle de l'État, mais l'État, c'est toujours quelqu'un. C'est du monde. Quelqu'un arrive qui n'est pas moi puis qui n'est pas Jean, puis qui dit ça marche pas. Tu peux pas le payer en bas de 10 piastres de l'heure, sinon c'est non. Ben moi, j'ai pas cet argent-là. Puis Jean dit, ben moi, je la veux, la job. Non. Si toi et toi, vous êtes d'accord, mais que ça tombe pas dans ce que j'ai dit à cause des bonnes intentions que j'ai, c'est pas de job. Bon, ben écoute, Jean, désolé, je t'engagerai pas parce que j'ai pas les moyens. Fait que je vais peut-être balayer, peut-être que je balayerai pas. Je vais peut-être balayer moi-même à la place, puis peut-être que je balayerai pas, puis que ça sera pas balayé. Mais désolé, notre, euh, notre accord entre les deux, notre consentement réciproque, il y a quelqu'un, une tierce partie qui est intervenue au nom des intentions bonnes qu'ils ont pour dire non, vous ne pouvez pas vous mettre d'accord, vous n'avez pas de liberté contractuelle, ou disons, votre liberté contractuelle a ce genre de limite-là. Fait que peut-être que. Fait que disons pas que je suis un gros riche sans cœur. Disons pas que Jean il est absolument une victime de moi. On va laisser de côté les jugements sur les personnes. Mais juste pour dire, on est dans un cas où on établit une limite à la liberté contractuelle sur la base de certaines intentions. Pour le bien. C'est pas pour le mal, là. C'est pour le bien. Fait que la personne qui fait ça, ben, est plus forte que moi. Je suis pas capable de l'envoyer promener. Puis, elle pense qu'elle voit les choses avec plus de clarté que moi, puis qu'elle est autorisée à imposer sa volonté sur moi et Jean, sur notre liberté contractuelle. Ouais. Si vous pensez que mon analyse n'est pas bonne, vous pouvez me le dire, me donner des messages. Puis je vous redis que j'ai l'intention, dès que je vais être capable, là, de setuper mes choses pour faire du live. Fait que ça, c'est le genre de sujet que j'aimerais ça, que du monde appelle, qu'on puisse jaser de ça. Richard, t'as pas d'allure. Je vais dire, ben oui, j'ai de l'allure. Fait que là, ça va peut-être être plus excitant comme format de discussion. Mais en attendant, comme ça, je voulais parler de ça. Le primat de l'individu ou le primat de la société. Alors, je vais arrêter là-dessus. Puis, j'espère avoir des retours de ce que vous pensez. Puis, l'occasion qu'on en reparle. Puis, j'ai abordé plein de sujets que je n'ai pas développés, évidemment. Puis, sur lesquels j'espère revenir. Mais quand il faut que je me sente prête, il faut que je me sente dans le mood de parler de quelque chose. T'sais. Puis, là, je pensais que ça va peut-être pas. Ça va peut-être pas vous dire pour qui voter. Hein. Je vous avais dit que dans mon prochaine émission, je vous dirais ça serait le titre, ça serait pour qui qu'on vote. Ben, ma réponse, c'est votez pour. Ma réponse, c'est que c'est pas ça que je vous dis. Fait que on va y revenir. Puis, en attendant, je vous salue. Portez-vous bien, puis à la prochaine.